Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Sophie Primas, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques. Vous allez réagir bien sûr à différents sujets, c'est le principe de l'émission, et notamment à cette première prise de contact entre la nouvelle équipe, le nouvel exécutif et vous, parlementaires. Grande journée de questions au gouvernement à l'Assemblée et au Sénat. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire avec nous aujourd'hui. Marie Brémaud depuis la rédaction de Public Sénat, bienvenue. Marie, vous nous parlerez justement de l'accueil réservé aux nouveaux ministres dans l'hémicycle du Sénat. Des premières questions au nouveau gouvernement où des messages ont clairement été passés de manière courtoise, en douceur, à la mode sénatoriale. Toujours courtois. Bruno Fulini est également avec nous, bienvenue. Vous êtes historien, auteur de ce livre, Les rois fous de l'histoire, les ministères et les secrétariats d'État au fil du temps, changement de taille mais aussi changement d'intitulé. Oui, le sous-secrétariat d'État aux forces hydrauliques, le ministère de la qualité de la vie, le ministère du Sahara, ils ont vraiment existé, on va en parler. Et nous, on l'a un peu oublié, c'est bien que vous soyez là pour nous le rappeler. Quentin Calmet fait aussi partie du club ce soir, bienvenue. Quentin, les territoires unis font aussi leurs propositions post-Covid. C'est ça, les élus locaux étaient ce matin au Sénat pour parler de décentralisation. D'ailleurs, il va beaucoup être question de décentralisation au cours du mois de juillet. Oui, parce que ça fait partie des sujets du Sénat. Dans une demi-heure, notre grand débat. 48 heures après la nomination d'Éric Dupond-Moretti, on commence à avoir une idée de ses priorités, de sa méthode. J'ai besoin de vous, a-t-il lancé aux sénateurs cet après-midi. Sa méthode, vous le voyez, c'est aussi le terrain. La prison de Fresnes, l'une des plus vétustes de France. Le tribunal de Bobigny, emblématique des problèmes budgétaires de la justice. Aujourd'hui, témoin passif et attentif. Demain, l'action et la transformation, nous dit le nouveau garde des Sceaux. Le style Dupond-Moretti est un tournant pour la justice. #LPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord donc Jean Castex face aux parlementaires, les députés ce matin, les sénateurs cet après-midi. Le nouveau Premier ministre dit être un homme des territoires, un homme de la décentralisation. On le dit dans le dialogue avec les élus. L'a-t-il prouvé aujourd'hui? Les premiers pas de Jean Castex au cœur de l'arène parlementaire, c'est un sujet signé Samia Dechir. S'il vous plaît, seul le Premier ministre a la parole. Vous l'écoutez. Difficile entrée dans l'arène pour Jean Castex. Le Premier ministre n'a pas encore prononcé son discours de politique générale, mais doit déjà défendre ses choix face aux parlementaires. Pour sa première séance de questions au gouvernement, les groupes d'opposition l'attendaient de pied ferme à l'Assemblée nationale, à commencer par son ancienne famille politique. Malgré vos tentatives peu réussies de recrutement à droite, c'est bien un programme de gauche que vous allez devoir appliquer. Trop à gauche pour la droite, Jean Castex est aussi trop à droite pour la gauche. Dans votre gouvernement, il n'y a eu aucun soutien pour la demande des ménages. Nous vous avons proposé ici 250 € par famille, plus 100 €. Vous avez dit non. Suite de la journée marathon avec une autre séance de questions au gouvernement, cette fois au Sénat. L'ambiance est plus apaisée. Pas de huée, mais très vite une mise en garde. Le Sénat est accueillant, il a le souci du dialogue pour peu qu'on veuille bien s'y prêter car il faut être 2. Depuis le début du quinquennat, le Sénat se sent marginalisé. Fort de sa casquette d'élu local, Jean Castex assure que son gouvernement sera à l'écoute des territoires et lance une promesse. Établir avec le Sénat des relations certes courtoises, républicaines, cela va sans dire, mais approfondie dans le but de servir nos concitoyens de manière plus efficace. La semaine prochaine, Jean Castex reviendra devant les parlementaires pour leur présenter cette fois sa déclaration de politique générale. Et on suivra ça de très près sur Public Sénat, vous vous en doutez. Sophie Primas, allons plus loin avec vous. Merci d'être avec nous. Il vous a fait quelle impression, Jean Castex? Trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche? C'était la formule de notre journaliste Samia Dechir. Oui, ce sont des postures. On en est au départ. C'est plutôt un homme qui vient de la droite, qui va servir un gouvernement du en même temps. On n'a pas bien compris encore quelles sont les orientations qu'il va prendre, puisque son discours de politique générale, nous l'aurons qu'après le discours du président de la République, plutôt la semaine prochaine. Donc j'ai trouvé que cette séance de questions d'actualité, c'était un peu, on faisait connaissance physiquement. Mais en réalité, le Premier ministre s'est exprimé avec
une certaine qualité de langue de bois, on va dire, pour ne finalement dire pas grand-chose sur ces orientations. Juste au moment de la question de la présidente Assassi sur la réforme des retraites, où là, il a dit clairement qu'il allait conduire une réforme des retraites. Mais c'est un exercice difficile à la fois pour le Premier ministre et pour les ministres. Moi, je ne veux pas attaquer les hommes. On sera sur les actions et sur la réalité de ce qui se passera après dans le système législatif. Il y a tout de même une constante dans ses mots, dans son discours, c'est qu'il dit être un homme des territoires, le Premier ministre des territoires. Ça, c'est quelque chose qui parle aux sénateurs, à la Chambre des territoires. Forcément, quand on vient avec un bel accent comme le sien, ça parle un peu comme M. Requier, où on a quelques accents dans l'hémicycle du Sénat. Immédiatement, ça donne un crédit de confiance supplémentaire par rapport à une haute administration un peu désincarnée des territoires. Donc évidemment, ça c'est un point positif. Mais encore une fois, par exemple, on a une annonce d'une énième réunion sur la décentralisation des territoires cet été. On en a déjà fait plein depuis le début du mandat de M. Macron. Donc voilà, maintenant je crois qu'il est temps de passer à l'action et il peut incarner la décentralisation s'il y a des faits de décentralisation. Il y a aussi une annonce d'une énième, j'allais dire, un peu pour reprendre votre expression, des partenaires sociaux avant le 20 juillet. Ce qui est clair quand même chez lui, c'est qu'il a décidé d'aller vite, de passer à l'action assez vite. Mais il est obligé, il reste time is running out, comme on dit en ardéchois. Il reste plus qu'en gros 18 mois pour le gouvernement pour arriver à des actes. C'est très peu sur un mandat de 5 ans, c'est très peu 18 mois pour légiférer, pour avoir des actions qui portent des effets. C'est très très peu. Donc on a beaucoup parlé, on a fait des conférences, post-gilets jaunes, toutes les crises sociales qu'on a connues. Maintenant, il faut y aller, il faut prendre les décisions et il faut légiférer. Donc, en effet, le Premier ministre a peu de temps. Justement, en un mot, est-ce que la droite sénatoriale est prête à l'aider à aller vite, ou vous sentez qu'il y aura quand même des barrières, des barrages? Écoutez, aujourd'hui, il a dit plusieurs fois, on a besoin de vous, lui et certains de ses ministres ont dit on a besoin de vous dans la majorité ou dans l'opposition. C'est l'esprit sénatorial. Vous savez qu'ici, on est beaucoup moins clivé, j'allais dire, qu'à l'Assemblée nationale, et que le rôle du Sénat, c'est d'améliorer les projets de loi que porte le gouvernement ou les propositions de loi. Et donc, nous, on est prêts à aller vite parce que l'intérêt, c'est l'intérêt du pays et que le pays est dans un triste état après cette crise. Enfin, il était déjà pas terrible avant, mais là, voilà. On va continuer de revenir sur les premiers pas de ce nouveau gouvernement au Parlement. C'est l'heure du club. Marie Brémond, on commence avec vous. On va revivre ces CAG. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, dans quelle ambiance, dans quel état d'esprit. Comme un air de rentrée des classes, Rebecca, une première pour le nouveau gouvernement au Sénat. Le Premier ministre est arrivé d'un pas décidé et lucide. C'est le bizutage. Voilà, c'est le mot. C'est le mot. Prêt pour le bizutage, Jean Castex, et derrière les formules de bienvenue et de politesse et d'usage, le président du Sénat, dès le début, il a donné le ton. Il faudra compter avec la Haute Assemblée. Je forme donc le vœu, Monsieur le Premier ministre, que le Sénat soit écouté au cours des 2 années qui viennent. Le bicamérisme est une chance pour la démocratie et l'équilibre de nos institutions. Dans une période marquée par la succession de crises et de tensions, je vous le dis, mes chers collègues, la démocratie représentative est le visage de la démocratie vivante. Message entendu et reçu 5 sur 5 par le Premier ministre qui va se lancer dans une opération séduction en règle, un homme de droite face à une assemblée majoritairement à droite. Écoutez. Je voudrais vous indiquer au préalable la vive émotion que je ressens, m'exprimant pour la première fois dans ma fonction de Premier ministre devant vous. Et je suis ici dans la Chambre, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, des territoires. Je suis dans la Chambre des territoires et je suis moi-même, vous le savez, un élu issu des territoires. On l'aura bien entendu et bien compris, sauf qu'au final, Marie, on retrouve ici les mêmes lignes de fracture finalement qu'avec le gouvernement précédent. Tout à fait. Pas de trêve, pas de répit pour ce nouveau gouvernement. Sur le fond, les sénateurs ont questionné l'exécutif sur la crise sanitaire et économique, sur la question environnementale ou encore sur la réforme des retraites. Sophie Primas en parlait tout à l'heure. Et du côté des communistes, sans surprise, on est contre cette réforme portée également par ce nouveau gouvernement. La présidente du groupe n'y va pas par 4 chemins.
Donc nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je dois dire, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes là sur un très mauvais chemin. Les sénateurs ont aussi aimé rappeler avec une certaine malice le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Et là, c'est le président de la commission des lois, Philippe Bas, du groupe Les Républicains, qui subtilement le fait comprendre au nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, vous allez nous recevoir et nous allons vous auditionner. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous sommes pressés de vous entendre. Nous voulons rentrer dans les détails. Vous avez mis la barre haut, et même peut-être très haut. C'est la bonne altitude. Et maintenant, à vous de la franchir. Les attentes sont fortes, c'est dit. Les sénateurs seront vigilants, exigeants, voire indulgents, en tout cas du côté des sénateurs La République En Marche, et tout particulièrement à l'endroit d'une des personnalités fortes de ce gouvernement, Éric Dupond-Moretti. Donc qu'il y ait un peu de friture au départ, on peut le comprendre, parce que Maître Dupond-Moretti était quelqu'un de très fort en parole. Maintenant, vous l'avez entendu aussi tout à l'heure, beaucoup d'humilité, et on le sent dans ses propos. Je crois qu'il a changé d'envergure en étant ministre, et donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. En tout cas, le nouveau ministre n'est pas apparu super à l'aise pour un ténor du barreau. En rajoute-t-il niveau timidité pour rester à l'abri des questions qui fâchent, des questions polémiques? Sophie Primas, un avis? Je l'ai trouvé à la limite du touchant, c'est-à-dire à la fois ému et pâteau. Alors je ne sais pas si c'est joué parce qu'il est très très fort. On connaît Maître Dupond-Moretti, enfin le ministre Dupond-Moretti. C'est un acteur aussi. Ou si c'est un acteur de comme théâtre, tous les avocats, etc. Comme beaucoup d'avocats, comme beaucoup de politiques. Et donc je ne sais pas quel était le niveau de sincérité dans son expression cet après-midi, mais on voit bien il dépasse le temps. Et d'ailleurs, avec bienveillance, le président lui a laissé plus de temps. Le président du Sénat lui a laissé plus de temps. Donc il était un peu pâteau, un peu emmêlé, un peu ému. Bon, est-ce que c'était joué? Est-ce que c'était réel? Encore une fois, on attendra les faits et la réalité. Et au-delà du cas d'Éric Dupond-Moretti, qui vampirise complètement les discussions depuis quelques jours, est-ce qu'il y a des nominations qui vous ont particulièrement interpellé, séduite ou, je pensais notamment à Julien de Normandie, à l'agriculture peut-être. Comment votre commentaire sur cette nouvelle équipe? Oui, Julien de Normandie, moi je le connais, je l'ai côtoyé beaucoup dans le cadre de la loi Elan lorsqu'il s'occupait du logement, dans ses responsabilités à l'époque de secrétaire d'État et après en responsabilité sur le logement et la ville. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention en fait à la parole parlementaire. Donc il est très attentif quand il intervient dans l'hémicycle, très attentif aux questions, aux remarques, il y répond de façon très précise. Donc il a vraiment une relation assez bonne avec les parlementaires. Maintenant sur le domaine de l'agriculture, c'est vrai qu'il est ingénieur des ponts, ingénieur des eaux et forêts, pardonnez-moi, je crois, me semble-t-il, ou ingénieur agro. Mais il est un peu décalé dans l'image agricole, on l'imagine avec un peu de difficulté au salon de l'agriculture ou au fin fond de l'Ariège, mais bon, il y a une grande capacité aussi d'adaptation. Donc moi, encore une fois, je ne fais pas de procès a priori. On regardera comment il équilibre, en fait, il arrive à équilibrer à la fois les demandes que ne manquera pas de lui faire Mme Pompili, celles que lui demandera le monde agricole. C'est là où tout un ministère de l'Agriculture aujourd'hui a son importance. Un mot de Bruno Le Maire, dont le portefeuille a été élargi, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il nous a dit ceci: notre feuille de route est simple et claire, la relance. Le problème, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous attendez de lui? Je pense qu'on peut faire crédit à Bruno Le Maire d'avoir réagi de façon assez importante pendant la crise. Aujourd'hui, il met sur la table un certain nombre de milliards avec l'Europe. Enfin, il est en train d'aller chercher ces milliards et d'essayer de trouver les sources pour ces milliards pour effectivement injecter dans l'économie. Ce que j'attends de lui, c'est qu'on mette ces milliards aux bons endroits. C'est-à-dire qu'en collaboration à la fois avec l'Europe, mais aussi avec les territoires, pour le coup, je reprends le terme du jour, avec les territoires et notamment les régions et les départements, on arrive à mettre les investissements dans un véritable virage économique et industriel. Et écologique ou pas? Oui, bien sûr, ça fait partie des attendus aujourd'hui des Européens d'une façon générale, qu'on prenne ce virage. Peut-être est-ce une opportunité d'accélérer ce virage-là. Il faut absolument qu'on investisse dans les industries et l'économie d'avenir, qu'on réfléchisse sur le numérique, qu'on réfléchisse sur l'industrie 4.0, qu'on réfléchisse aussi
à comment on ne fait pas de notre économie une économie d'élite et élitiste. Moi, je suis très attachée à ce que la France sache aussi produire de ce que j'appelle des produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire qui correspondent à 50 ou 60% ou 70% parfois de la consommation des Français. Et si ça, on ne sait plus du tout le produire, ça me pose un problème, parce qu'on ne produira que pour une certaine partie de la population française. On arrête de le laisser aux Chinois, en clair. Il ne faut pas le laisser aux Chinois, il ne faut pas non plus le laisser de façon intra-européenne qu'à des pays de l'Est de l'Europe. Ça pose des problèmes de convergence, là aussi, qu'il aurait fallu accélérer, convergence fiscale, sociale, environnementale, y compris à l'intérieur de l'Europe. Allez, Bruno Filini, on va continuer avec vous. Et puisqu'on est dans un moment de changement d'équipe et de nom de ministère, vous avez eu envie de vous replonger dans l'histoire des intitulés des ministères et des secrétariats d'État. Oui, si on se place en longue période, par exemple sous l'Ancien Régime ou sous l'Empire et jusqu'au milieu du 19e siècle, un gouvernement en France, c'est environ 12 personnes. Et donc, ce sont des personnages tellement importants, d'ailleurs, les membres du gouvernement, qu'ils ont droit au titre d'excellence. Quand on s'adresse à eux, on dit excellence. C'est Louis-Philippe, en 1830, qui fait disparaître cette petite élégance-là. Il n'empêche qu'au départ, ce sont des personnages tellement importants, d'ailleurs, qu'on les appelle les ministres secrétaires d'État. On ne distingue pas à l'époque, au contraire, parce qu'étymologiquement, le secrétaire d'État, c'est celui qui a la signature de l'État, qui peut signer au nom de l'État. Et donc, il y a des ministres secrétaires d'État, en général en charge des postes régaliens, la police générale, la guerre, la marine, les affaires étrangères. Et puis, logiquement, il y a des sous-secrétaires d'État. Aujourd'hui, ça serait une injure de traiter quelqu'un de sous-secrétaire d'État, mais au 19e siècle, c'est tout à fait courant. Et on va en créer. En 1848, on crée le sous-secrétariat d'État aux colonies. C'est logique. Oui. Et c'est d'ailleurs Victor Schœlcher qui va abolir l'esclavage. En 1896, nouvelle technologie de l'époque aidant, on crée le sous-secrétariat d'État aux postes et télégraphes. Et oui, bien sûr. En 1913, le sous-secrétariat d'État à la marine marchande. Alors voilà un ministère qui, lui, a vraiment complètement disparu. Et puis, donc, on arrive comme cela, au début du XXe siècle, à des équipes gouvernementales d'environ 20 personnes. Oui. Bon. Ça explose tout simplement avec la Première Guerre mondiale, parce que là, il faut des gens très compétents, avec des ministères très techniques, et on va multiplier les sous-secrétariats d'État au ravitaillement, au recrutement, au service de santé des armées, etc. Et par exemple, quand Georges Clemenceau, en 1917, arrive à la tête du gouvernement, eh bien, on a 34 membres, et à l'époque, c'est considéré comme colossal. Il y a 14 ministres, 14 secrétaires d'État, 6 hauts commissaires. C'est aussi pendant la Première Guerre mondiale qu'on a l'idée de créer un sous-secrétariat d'État aux inventions, parce que, bah oui, la technologie, c'est important. Et en fait, c'est le noyau, l'ancêtre de notre ministère de la Recherche, en fait, tout simplement. Et de l'innovation. Alors, après la guerre, on pourrait penser qu'on revient au stade antérieur, mais non, on a pris des habitudes, les équilibres, c'est les équilibres, donc on va garder des équipes. Il y a des ministères qui disparaissent, mais on en crée d'autres. Mon préféré, bien sûr, au moment où il faut équiper d'un point de vue énergétique la France, c'est le sous-secrétariat d'État aux mines et aux forces hydrauliques. Je trouve que ça fait quand même une très belle carte de visite, hein, n'est-ce pas? Ça fait les barrages. N'est-ce pas? Et bien sûr, c'est l'électricité, bien sûr. Les forces hydrauliques. Croyez-vous aux forces hydrauliques? Et puis, il y a le sous-secrétariat d'État aux régions libérées, bien sûr, avec les millions d'anciens combattants, le ministère des pensions en 1920. En 1920 également, grande année, un petit ministère de l'hygiène qui va devenir notre grand ministère de la santé, le sous-secrétariat d'État à l'enseignement technique, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Dans les années 30 émerge le département ministériel du tourisme, qui va connaître évidemment un élan particulier en 36 avec le Front populaire, où là on a un ministère de l'organisation des loisirs. Alors, il y en a que ça fait beaucoup rire, mais c'est tout à fait sérieux avec bien sûr les congés payés. N'oublions pas aussi cette petite innovation qui a son importance en 1936, 3 femmes qui entre au gouvernement, et c'est ainsi que l'institutrice Suzanne Lacorre devient sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance. C'est la première fois qu'on a l'idée de protéger les enfants avec un département ministériel ad hoc. Après la guerre, de nouveaux ministères, évidemment, la reconstruction, un éphémère sous-secrétariat d'État aux affaires musulmanes en 1946, et plus étonnant encore, avant l'indépendance de l'Algérie, on a sous la 4e République des ministres du Sahara. Oui, au gouvernement français, il y avait un ministre du Sahara.
Sahara. En 1974, la fièvre réformatrice giscardienne amène à la création d'un ministre des réformes, tout simplement, Jean-Jacques Servan-Schreiber, et bien sûr une secrétaire d'État à la condition féminine, et puis un ministère qui fait un petit peu ricaner, le ministère de la qualité de la vie, qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, la gauche un peu jalouse, va en 81 créer le ministère du temps libre, et puis aussi le ministère de la mer qui avait disparu et qui vient de renaître dans l'actuel gouvernement. Y a-t-il des secrétariats d'État qui seraient devenus des gros ministères? Oui, par exemple, notre ministère de la Culture, anciennement ministre des Affaires culturelles sous Malraux, est l'héritier d'un tout petit sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui n'avait donc pas de budget propre, qui dépendait de l'instruction publique, et qui, pendant toutes les années 1900-1910, a été confié à un député peintre qui s'appelait Henri Dujardin-Baumès. Et donc les gouvernements tombaient, de nouveaux gouvernements arrivaient, et à chaque fois, on retrouvait le même, qui avait la chance d'être à la fois politique et artiste, qui était à ce ministère-là. Et c'est d'ailleurs pour cela, c'est pour lui, par le respect qu'il inspirait, qu'on a eu cette idée qui est restée d'appeler Monsieur le ministre un sous-secrétaire d'État ou un secrétaire d'État. Et puis, bien sûr, il y a bientôt 50 ans, en 71, a été créé un tout petit ministère délégué à la protection de la nature. C'est aujourd'hui l'énorme ministère de la transition écologique. À l'époque, c'était 0,1% du budget de l'État. Vous voyez qu'en un demi-siècle, les petits ministères deviendront grands. En quelques mots, Sophie Primas, qu'est-ce que ça vous inspire finalement? L'intitulé des ministères c'est très révélateur d'une époque. C'est très révélateur d'une époque, c'est très intéressant, c'est passionnant ce que vous venez de nous dire. Alors nous, on a un ministère dont on ne parle jamais, dont on parle beaucoup en fait quand on se moque un petit peu d'un secrétaire d'État qui a une délégation un peu annexe, on l'appelle le secrétaire d'État au chou farci. Voilà, encore un autre intitulé intéressant. En vrai, avec le général, c'est pour récompenser quelqu'un, voilà, mais ça c'est de moins en moins vrai, heureusement. Voilà. Non, mais c'est très intéressant, c'est assez caractéristique effectivement. Quand vous parliez des forces hydrauliques, j'imagine que c'est au moment où on a connu le développement des grands barrages français, et donc ça c'est intéressant à remettre par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé de l'éducation nationale, il y avait quoi? L'instruction publique. L'instruction publique qui est devenue éducation nationale. Et Jules Ferry était ministre de l'instruction publique. Et d'ailleurs, on a perdu, dans le ministère de la Transition écologique, on a perdu, je crois, le mot solidaire entre le gouvernement précédent et ce gouvernement-là. Alors, je ne sais pas s'il faut lire quelque chose de particulier, mais on y sera attentif. Les historiens nous diront ce que ça veut dire dans quelques années. Quentin Calmet, on va terminer avec vous. Vous avez assisté à la conférence de presse des Territoires Unis ce matin. Territoires Unis, c'est un regroupement d'associations d'élus locaux. Eux aussi ont fait leurs propositions pour l'après-Covid. Quelle est l'idée principale à retenir selon vous? Alors je vais essayer de faire simple, on va faire un résumé parce que c'était c'était très dense, il y avait beaucoup de choses, mais pour faire simple, les présidents d'associations d'élus sont mécontents, comme régulièrement depuis le début de ce quinquennat, mais ils se mettent en ordre de marche et ils réclament une nouvelle étape de la décentralisation. Alors de qui parle-t-on exactement? On parle de l'AMF, l'ADF, l'ARF. Alors nous à Public Sénat on connaît bien ces sigles, mais on va le redire bien sûr pour nos téléspectateurs. François Baroin, il représente les maires de France, il est président de l'AMF. Dominique Bussereau, lui, il est président de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, et Renaud Muselier, que vous voyez, il est patron des régions de France, l'ARF. Ils sont donc à la tête des 3 plus importantes associations d'élus locaux. Ils représentent donc les principales couches de notre millefeuille territorial. Et ce matin, au Sénat, ils ont adressé un message clair. Ces grands élus locaux sont mécontents de la gestion de l'État par l'État de la crise du coronavirus. Écoutez, c'était François Baroin ce matin. Nous, on n'est pas satisfaits du tout. Les Français ont eu peur, on a fait tout ce qu'on pouvait, on était aux premières loges, et si les maires ne sont pas là, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même aventure socialement dans le pays. Si les régions n'avaient pas pris d'initiative comme elles l'ont prise, ce n'est pas du tout la même histoire. Et si les départements n'ont pas agi comme ils l'ont fait en prenant leurs responsabilités pour accompagner, ce n'est pas non plus du tout la même histoire. Mais on le disait, Quentin, c'est quand même pas tout à fait la première fois que ces associations d'élus se plaignent de l'attitude du gouvernement. C'est finalement assez récurrent. Oui, tout à fait. Leur structure Territoires Unis, qui regroupe départements, maires et régions de France, elle a même été créée pour cela il y a 2 ans, lorsque ils en ont eu vraiment assez et qu'ils ont voulu dénoncer les réformes territoriales successives, les baisses de dotation. Mais là, il se joue encore autre chose. Je l'ai dit, ils sont en train de se mettre en ordre de marche. Ils ne veulent plus simplement se plaindre, ils veulent aussi
proposer des choses, ils veulent davantage de décentralisation, ils vont pousser en ce sens, car la crise du coronavirus a été un révélateur des lacunes dans l'organisation de l'État. Beaucoup de propositions sur la santé ce matin, il en était beaucoup question de santé lors de cette conférence de presse, car les agences régionales de santé ont été beaucoup critiquées pendant cette crise. Écoutez Dominique Bussereau, le patron des départements de France. Les autorités régionales de santé sont complètement déconnectées de la vie des territoires, y compris d'ailleurs de l'autorité préfectorale. Je vous donne un exemple. Dans mon département, il y a eu 15 morts. Je l'ai appris grâce au quotidien régional Sud-Ouest, 15 morts dans un EHPAD. Autorité de co-tutelle de cet EHPAD, je n'étais pas au courant. Le maire de la commune n'était pas au courant. Le préfet du département n'était pas au courant. Et quand on a râlé sur tout ça, on nous a dit que c'était normal, qu'on avait dû recevoir des copies de mails, mais qu'on n'avait pas dû les lire. Voilà, donc tout ça n'est pas admissible. Alors, le fait que cette conférence de presse ait eu lieu ce matin au Sénat, ça non plus, ça n'est pas tout à fait anodin. Non, effectivement, Rebecca, la semaine dernière, c'est vous, sénateurs, qui proposiez 50 mesures, toujours sur la décentralisation. Aujourd'hui, les présidents d'associations d'élus ont semblé rejoindre votre mouvement, initié donc la semaine dernière. Eux aussi veulent un grand mouvement de décentralisation, de déconcentration des pouvoirs en France. Et donc, ils se mettent en ordre de marche. Ils serrent les rangs avec les sénateurs pour peser face à Emmanuel Macron, mais il va sans doute falloir au moins cela, parce que le président de la République, il a été décrit comme un président peu décentralisateur. Écoutez à nouveau François Baroin. Il y a un problème culturel, clairement. Emmanuel Macron n'est pas un décentralisateur, c'est rien de le dire, c'est pas sa formation, c'est pas sa culture, il n'a jamais été élu local, c'est pas... voilà. Mais il est à l'écoute, il essaye. Et puis sa responsabilité dans son mandat présidentiel, c'est quand même d'apporter des réponses. Là, clairement, sur la santé, c'est plus possible. On ne peut pas continuer d'avoir un ministère de la Santé qui produit des normes, qui a une lecture comptable et budgétaire, et qui est éloigné, où la logistique a été effondrée, où le dernier kilomètre n'a été traité que par la responsabilité des élus. Et donc, pour être précis, Rebecca, Emmanuel Macron, il a évoqué la différenciation dans les territoires. C'était la semaine dernière dans une interview avec la presse quotidienne régionale. Mais c'est une chose qui a été promise à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. Donc, les élus locaux, ils en ont assez d'attendre. Et ils trouvent que tout ça est trop timide et ils l'ont donc redit ce matin. Et c'est vrai qu'on va pouvoir parler de cette décentralisation aussi par vos propositions, puisque vous allez examiner des textes directement là dans les prochaines semaines, dès le mois de juillet, puisque les sénateurs ont déposé 3 textes déjà. Et puis Sophie Primas, il a peut-être été entendu, votre appel à la décentralisation avec la nomination d'un Jean Castex, par exemple, qui lui-même se dit l'homme de la décentralisation, qui est lui-même maire d'une petite commune. J'espère qu'il pourra apporter cet élan de décentralisation, parce que vous avez vu toutes les concertations qu'il y a eu, et notamment je pense à cette scène après post-Gilets jaunes, de ce grand débat avec le président de la République en bras de chemise, avec 200 maires de l'heure, tout ça organisé par Sébastien Lecornu dans son département. On a l'impression que les messages, quand même, ça fait longtemps qu'on les porte, ça fait longtemps que le Sénat les porte, ça fait longtemps qu'on essaye de lancer ces opérations de décentralisation, et comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'arrive pas. Donc c'est là où je dis, attendons les résultats, parce que... Et puis on nous annonce plutôt aujourd'hui, vous savez, dans la loi 3D qu'on nous annonce, c'est décentralisation, déconcentration et puis différenciation, donc expérimentation. Et pour l'instant, on nous dit, ça sera plutôt différenciation, plutôt expérimentation que déconcentration et décentralisation. Donc je crois qu'il faut qu'on ait le courage ensemble de relever. J'espère que le président de la République donnera cette feuille de route à Jean Castex. Peut-être qu'effectivement, en étant maire, il comprendra mieux les choses. Mais en tout cas, il faut que le président de la République appuie sur le bouton. Vous diriez que l'État a failli pendant cette crise sanitaire, pendant cette période ? Alors moi j'ai de la chance d'avoir eu en région Île-de-France des gens de l'ARS particulièrement à l'écoute, particulièrement organisés avec ça a été redit ce matin. Avec des préfets, des ARS qui a été plutôt salué. Ça a été aussi dit ce matin. Voilà, il y a des ARS qui ont très très bien fonctionné, mais au départ ça a été très compliqué. Et puis même la volonté de la région Île-de-France, la volonté des départements et du mien en particulier, parce que je l'ai vu tous les jours, était retardée, était empêchée par la centralisation. On disait, mais on peut commander des masques, on peut aller distribuer dans les EHPAD, on peut aller distribuer dans les centres socio-médicaux, etc. Et moi, j'étais passé mes journées à mendier des boîtes de masques pour des établissements d'handicapés. Donc voilà, malgré la volonté locale,
On se rend bien qu'au départ, dans les 3 à 4 premières semaines, on a vraiment été freiné et empêché. Et c'est l'une des grandes leçons de cette crise. Merci infiniment, Sophie Primas, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club de ce soir. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. On va s'arrêter sur la justice vue par Éric Dupond-Moretti. On lui a laissé 48 heures pour s'installer dans son fauteuil de garde des Sceaux. On a maintenant une idée plus précise de ses chantiers prioritaires. Il n'a d'ailleurs pas traîné avant de faire des déplacements dont la symbolique est tout de même assez forte. Détenus et surveillants à Fresnes hier, les magistrats du tribunal de Bobigny aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, le fond, le projet, les axes. Qu'en pensent les juristes? On va leur poser la question dans un instant. D'abord, retour sur les images fortes des dernières 24 heures, c'est avec Fabien Riquer. Éric Dupond-Moretti dans le rôle du débutant. Le nouveau garde des Sceaux découvre l'exercice des questions au gouvernement et ne maîtrise pas encore tous les codes. Une justice plus proche, plus humaine. Je suis allé hier en détention. Ministre, madame, pardon. monsieur le garde des Sceaux, faudra un tout petit peu achever. Vous êtes pris par le temps. Accordez-moi le bénéfice de l'inexpérience. Plus tôt dans la journée, les députés n'ont pas été plus tendres avec le ministre novice, le rappelant d'entrée à ses anciennes déclarations, selon lesquelles il ne ferait jamais de politique. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Mais on ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait. Chahuté au Parlement, Éric Dupond-Moretti est apparu plus à l'aise dans les couloirs de la prison de Fresnes, la veille lors de son premier déplacement. L'ancien avocat de la défense, connu pour ses nombreux acquittements, a été acclamé par les détenus et a écouté les doléances des prisonniers et du personnel pénitentiaire. Moins de détenus, un peu moins d'inconfort et de meilleures conditions de travail pour le personnel pénitentiaire. Au fond, on peut penser que leur discours est irréductible, totalement antinomique, pas du tout. Ils disent la même chose et c'est à méditer. Lutter contre la surpopulation carcérale, augmenter les moyens des magistrats et rapprocher la justice du citoyen, le défi est de taille pour Éric Dupond-Moretti. Il veut prochainement rencontrer l'ensemble des présidents des différents groupes parlementaires. Absolument, ça a été dit dans l'hémicycle. Avec nous pour le grand débat d'ALPL, Jean-Pierre Mignard, bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris, cofondateur du think tank politique de la Terre, qui représente, on peut le dire, l'aile gauche du macronisme. On peut le dire comme ça. Gauche, mais dedans, dehors. Dedans, dehors. Très bien. Indépendant, en tout cas. Cécile Guérin-Barge, bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Pierre-Benoît Pabot du Châtelard, bienvenue. Vous êtes président des Juristes en Marche. Et Paul Cassia est également avec nous, mais à distance. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de droit public à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de ce livre, La République en miettes. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Éric Dupond-Moretti est clairement le centre de l'attention générale depuis sa nomination au gouvernement. On a tout entendu, tout vu, même des archives. Maintenant, on a 48 heures de recul. On est un peu moins dans le tourbillon médiatique. Vous qui connaissez parfaitement le monde de la justice, Jean-Pierre Mignard, vous trouvez ce choix décalé, provoquant, pertinent? Qu'en pensez-vous? De toute façon, c'est un choix qui apparaît évidemment iconoclaste au regard de la personnalité d'Éric Dupond-Moretti. C'est pas la première fois qu'il y a un avocat. Mais, par exemple, lorsque François Mitterrand avait choisi Robert Badinter, tout le monde savait que la grande question qui allait être posée au Parlement, c'est celle de l'abolition de la peine de mort. Ça a suscité quand même de très très importants débats. Là, nous avons le choix effectivement d'un avocat pénaliste, classique, et qui s'embarrasse pas de mots pour ressusciter quelquefois, et je ne le partage pas toujours, une hostilité entre magistrats, avocats, une guerre de tranchées à l'intérieur du monde judiciaire, et qui a eu des analyses très, très, très clivantes sur l'organisation de la justice, la magistrature. Donc en effet, sa désignation pose en effet toute une série de questions, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un Éric Dupond-Moretti ministre différent de l'Éric Dupond-Moretti avocat,
Et jusqu'où ira cette distanciation? Elle sera obligatoire, mais je suppose qu'on en parlera. Absolument, il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure lors des questions au gouvernement. Un avocat garde des Sceaux, ça a créé la surprise. Pourtant, vous l'avez dit, historiquement, c'est pas du tout une première. On en a eu quelques-uns dans l'histoire. Il se trouve que d'ailleurs, leur passage a plutôt marqué. Je vais vous donner la liste avant de vous donner la parole. Elle n'est pas exhaustive, la liste. Jules Dufort, l'un des artisans de la Troisième République. Aristide Briand, début du XXe, icône de la séparation de l'Église et de l'État. René Cassin, Edgar Faure, François Mitterrand. Robert Badinter, vous l'avez rappelé, qui a aboli la peine de mort. Il y en a eu d'autres, comme Georges Kiechmann, d'ailleurs plus récemment. Mais la tradition s'est un peu perdue. Qu'est-ce qu'apporte ou qu'est-ce que retire à la fonction de garde des Sceaux un avocat ? Je ne sais pas si ça apporte véritablement quelque chose. Ce qui est certain, c'est que vous avez là un homme de terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît fort bien, en tout cas, la justice pénale. Ce que cela retire, peut-être, et ce qui est peut-être une vision un petit peu, ce qui peut éventuellement inquiéter, c'est le fait que, évidemment, Éric Dupond-Moretti porte en lui la justice, mais une forme de justice particulière qui est la justice pénale. Or, le fait d'être garde des Sceaux, évidemment, implique nécessairement de prendre en compte le service public de la justice. Et la justice, ce n'est pas simplement la justice pénale, encore moins simplement les cours d'assises, mais évidemment la justice civile, la justice prud'homale, la justice commerciale, etc. Donc il y a ce passage qu'il fera sans doute au fait d'être véritablement ministre de la Justice. Pierre-Benoît Pabot du Châtelard, qu'en pensez-vous ? Alors tout d'abord, avant d'évoquer notre nouveau garde des Sceaux, je tenais au nom de l'ensemble du comité Jurem qui regroupe 3500 juristes de profession et de cœur, d'adresser un hommage et tous nos remerciements à Nicole Belloubet qui a fait un travail fantastique au cours des 3 précédentes années. Dont il se différencie clairement sur le papier, maître Éric Dupond-Moretti, monsieur le ministre. Alors c'est vrai que sur le papier, on peut avoir l'impression d'avoir 2 négatifs. Ceci dit, pour revenir sur Nicole Belloubet, Nicole Belloubet a été une garde des Sceaux exemplaire qui a conduit des chantiers difficiles pour rendre la justice plus moderne, plus efficace, plus humaine. Et au cours des 3 dernières années, au sein du comité Jurem, nous, on a été ravis de pouvoir échanger avec elle. Pour revenir sur Éric Dupond-Moretti, clairement, on a un juriste hors norme. C'est un juriste hors norme. Pour reprendre des termes juridiques, on pourrait dire qu'il a une présomption irréfragable de compétence. On sait que plus que les querelles de clocher auxquelles on peut assister, c'est un homme de dialogue. Il l'a affirmé au cours de la passation de pouvoir. Et selon nous, il n'y aura aucun sujet pour qu'il endosse les habits afin de porter les réformes dont la justice aura besoin. Et pour revenir à votre question sur ce qu'il pourrait apporter en qualité d'avocat, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment crucial de la réforme des retraites, pour lesquelles il y a eu beaucoup de boucliers levés de la part de la profession d'avocat. Et le fait qu'il y ait un ancien confrère qui vienne dialoguer avec des avocats, qui viennent nourrir la discussion, pourra faire avancer le dossier. C'est vrai que ça fait énormément réagir le fait qu'il soit avocat, ce qui peut paraître surprenant d'ailleurs vu du grand public. L'historien Maxime Tandonnet, qui est interviewé dans le Figaro Vox, nous dit « On se fait l'idée qu'un garde des Sceaux a avant tout pour mission de porter la parole de la magistrature et de refléter ses intérêts. Un avocat ne serait dès lors, dans cette optique, pas le mieux placé pour exprimer et défendre le point de vue des juges. » Vous êtes d'accord avec ça, Paul Cassia ? Non, pas du tout. Le garde des Sceaux n'est pas le représentant de la magistrature. Le garde des Sceaux représente l'ensemble des professions juridiques, pas les représente, en tout cas porte leurs revendications, leurs transformations, le cas échéant. Et Éric Dupond-Moretti, ça a été dit, est un avocat pénaliste. C'est donc un juriste, mais qui ne maîtrise parfaitement, ça a été dit aussi, qu'un seul aspect du droit, le droit pénal. Or, le ministère de la Justice sera traité de bien d'autres aspects, ça a été dit par ma collègue il y a un instant, la justice civile, la justice commerciale, la justice constitutionnelle, mais aussi d'autres aspects que la justice, notamment les droits de l'homme qui ont été évoqués tout à la fin du discours du nouveau ministre hier, et puis aussi la déontologie qui n'a été que très peu évoquée. Donc il y a une sphère de compétences extrêmement large entre les mains du nouveau ministre de la Justice. Mais ça vous inquiète ou pas ? Je n'ai aucune raison d'être inquiet. On jugera sur pièce et sur place, comme l'a dit le ministre. En revanche, là où je suis un petit peu déçu, je dois le dire, c'est par le discours qu'il a donné hier et puis sa prestation de ce matin à l'Assemblée nationale, où je n'ai pas bien saisi les lignes directrices qu'il entendait défendre dans les premiers jours de son mandat. Alors il y a eu bien sûr le marronnier de la réforme constitutionnelle, mais ça fait à peu près 20 ans qu'on en parle, et Jean-Pierre Mignard en est témoin. On avait été, lui et moi, voir la garde des Sceaux en 2012 en lui proposant une révision de la compétence du CSM à l'égard des magistrats du parquet, et cette révision ne s'est jamais produite.
Jean-Pierre Vignard. Oui, non, ce qu'il faut dire, c'est pas uniquement une question avocat, magistrat, etc. D'ailleurs, on peut avoir un garde des Sceaux qui ne soit pas du tout un juriste. Personnellement, une question m'avait été presque évoquée à un moment donné lorsque Ségolène Royal faisait campagne. J'ai fait un grand papier de Monde disant qu'il savait d'abord qu'il fallait être élu, un élu, pour être garde des Sceaux. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'un juriste soit forcément le meilleur dans ce poste. Je pense que c'est la justice en général, et la garde des Sceaux n'appartient pas forcément à un avocat de profession. Non, la question qui se pose pour Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y en a une, ce sont ses prises de position. C'est pas seulement un avocat, c'est pas un pénaliste. Il dit des choses politiques, Éric Dupond. Il faut le restituer dans sa personnalité. Et c'est aussi une personnalité politique. Il dit, il a évoqué le fait que les magistrats puissent être responsables à titre personnel sur les décisions rendues ou sur des fautes commises. Parce que d'ailleurs, en partie vrai, d'ailleurs, ça peut survenir. Il y a une procédure disciplinaire pour ça. Il dit aussi les magistrats du parquet. Alors, est-ce que... Il dit, je veux dissocier les juges du siège des magistrats du parquet, ils le sont aussi, mais la question que moi, j'aimerais lui poser, qu'il faut lui poser, c'est est-ce qu'il estime que les procureurs doivent être sous la subordination directe du garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est-à-dire un corps obéissant, ou bien encore doivent-ils trouver leur complète indépendance, comme le souhaite la Cour européenne des droits de l'homme et même quelquefois la Cour de cassation s'agissant de fonctionnaires qui sont magistrats. Nous les appelons magistrats. La Cour européenne dit que ce ne sont pas des magistrats car ils ne sont pas indépendants. Alors, de quel côté se range-t-il? Et quand il dit « je veux faire une réforme du parquet », jusqu'au bout, de quelle réforme s'agit-il? Vous faites ma transition. Il souhaite, et je le cite, être le garde des Sceaux qui portera enfin la réforme du parquet. C'est un sujet qui intéresse beaucoup la commission des lois du Sénat. D'ailleurs, les sénateurs ont bien l'intention de d'auditionner le ministre. Ils l'ont annoncé tout à l'heure à notre micro. Cela a fait l'objet d'un échange plein de malice dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Éric Dupond-Moretti face à Philippe Bas. J'envisage très prochainement de recevoir tous les présidents de groupe. Je dis tous les présidents de groupe. J'ai, comment vous le dire autrement, besoin de vous. J'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de votre contradictoire et nous avons besoin ensemble de faire évoluer la justice de notre pays. Monsieur le ministre, vous allez nous recevoir et nous allons vous auditionner. Cécile Guérin-Barge, on est dans une logique institutionnelle à vouloir auditionner le garde des Sceaux très vite après sa prise de fonction, ou c'est un petit traitement de faveur pour Éric Dupond-Moretti, dont les prises de position sont fortes, on le sait depuis des années? Non, je pense que le Parlement joue pleinement son rôle, qui consiste effectivement, alors non pas à contrôler le gouvernement là, en l'occurrence, puisque les prises de rien n'a été encore fait, mais à savoir exactement ce qu'il en est. Et Maître Mignard a parfaitement raison sur cette histoire de réforme du parquet. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. S'agit-il de reprendre simplement le projet à minima qui avait été présenté par le président Macron? Dans cette hypothèse, il s'agirait simplement de procéder à une nomination sur avis conforme du CSM en ce qui concerne les parquetiers, ou est-ce qu'il s'agit véritablement de scinder le lien entre l'exécutif et le parquet, auquel cas on peut avoir évidemment des positions divergentes. Et quel est votre point de vue justement? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on souhaite au fond? Est-ce qu'il y a un vrai problème d'indépendance du parquet? Alors, est-ce qu'il y a un véritable problème d'indépendance du parquet? Oui, à l'heure actuelle, le parquet n'est évidemment pas indépendant. La question qui se pose, c'est est-ce que institutionnellement, il est souhaitable de scinder tout lien entre le parquet et le gouvernement? Pourquoi ça ne le serait pas? Alors, ça peut ne pas l'être pour des raisons qui tiennent notamment à la politique pénale. Avoir des directives, des circulaires de politique pénale, ça permet aussi d'avoir une application de la loi pénale de manière à peu près harmonieuse. Pour être clair, ça veut dire que le gouvernement aurait peur que les juges n'appliquent pas la politique pénale qu'ils ont? Non, que les procureurs, dans leur adaptation locale de la politique pénale, arrivent à des situations très hétérogènes. Ça pose ce problème-là. Ça pose également un problème de responsabilité, parce qu'après tout, au cœur du droit pénal, il y a la question de l'intérêt général, de la violation de l'intérêt de la société,
Et dans cette optique-là, il n'est pas nécessairement illogique que le gouvernement assume la responsabilité, par l'intermédiaire du garde des Sceaux, de la politique pénale. Parce que pour revenir sur Éric Dupond-Moretti, il a eu des mots très forts. Pierre-Benoît Pabot du Châtelard, il dit que l'école de la magistrature crée une caste. Il n'est pas tendre. Oui, alors après, on a beau jeu aujourd'hui d'aller chercher dans tel ou tel quotidien ou telle citation d'un avocat dans le contexte de citations qu'il aurait pu réaliser dans le cadre de sa profession d'avocat. Donc aujourd'hui, on lui reproche en fait sa profession d'avocat, mais non, on n'est pas dans le reproche, on est dans l'interrogation sur ce qu'il veut faire. Politique, Éric Dupond-Moretti, c'est pas seulement un avocat. Alors, ce qui est intéressant, il a une vision. Ce qui est intéressant, c'est au regard de toutes les citations, en effet, et de toutes les polémiques qu'ont pu susciter sa nomination. Sa nomination. Il faut voir qu'il existe quand même en filigrane une sorte de filiation entre les réformes qui sont en cours depuis le début du quinquennat et les positions qui ont pu être exprimées par Éric Dupond-Moretti. Là, on parlait à l'instant de la réforme et de la question de l'indépendance du parquet. Si en effet l'intention d'Éric Dupond-Moretti est de s'assurer que les juges du parquet puissent être désignés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, à ce moment-là, on ne fait que reprendre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. De la même façon, et je reprends un exemple, hier à la prison de Fresnes, et c'était quand même un déplacement symbolique, Éric Dupond-Moretti s'est insurgé contre les conditions de détention. Et là, on retrouve exactement ce qu'a fait Nicole Belloubet avec beaucoup d'humanité depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire construire des places de prison supplémentaires à hauteur de 15 000 et faire une refonte du sens de la peine. Donc il existe une filiation, et croire que Éric Dupond-Moretti aurait les pieds et poings liés depuis sa nomination vis-à-vis du gouvernement, je pense que... on est vraiment sur le fond, on n'est vraiment pas sur le jugement d'Éric Dupond-Moretti qui n'a encore effectivement rien enclenché. Paul Cassia, pour revenir tout de même sur cette question des magistrats, ce corporatisme qui est reproché, soulève-t-il un vrai problème ? Ce problème, il est récurrent. Cette discussion à laquelle je participe, elle a déjà eu lieu sur d'autres plateaux, y compris à Public Sénat. C'est toujours la même ritournelle. Peut-être pourrait mettre en œuvre quelque chose qui changerait la donne. Il est évident qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle sur ce point d'ici à la fin du quinquennat. Dire autre chose est un mensonge, ou alors revient à leurrer les Français. La révision a été proposée sous le quinquennat Hollande, elle a été proposée, ça a été rappelé, sous le quinquennat Macron, et elle se heurte à un mur, à une hostilité des parlementaires pour une raison ou pour une autre, et sans accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, elle ne pourra pas avoir lieu. Donc il est tout à fait improbable que cette réforme ait lieu d'ici à la fin du quinquennat. Je signale qu'elle repose sur un postulat qui est complètement erroné, qui a été mis en place par le Conseil constitutionnel en fin 2017, qui fonde le lien hiérarchique du ministère de la Justice et du parquet sur l'article 20 de la Constitution. Or, l'article 20 de la Constitution dit que l'exécutif, le gouvernement, dispose pour agir de l'administration et de la force armée. Un magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet, n'est ni un administrateur, ni un militaire. Donc il y a au départ une erreur de plume, une erreur de jugement du Conseil constitutionnel qui vient ici rendre le débat beaucoup plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la volonté du nouveau garde des Sceaux, et elle doit être saluée, cette révision constitutionnelle, elle est manifestement enlisée pas depuis 3 ans, depuis 5 ans, 8 ans même. Donc je ne crois pas que d'ici à l'année prochaine, elle puisse avoir lieu. Jean-Pierre Mignard, donc... Est-ce que pour que le fonctionnement de l'action publique, c'est-à-dire l'ensemble des procureurs, des procureurs généraux, se passe par le régulateur qui serait le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, ce système, c'est l'actuel système, avec un grand tempérament. C'est que Mme Taubira, lorsqu'elle était garde des Sceaux, a fait adopter par le Parlement une loi qui précisément interdit, je dis bien, à l'exécutif de donner des instructions dans les dossiers, dans les affaires. Parce que le mal français, c'était précisément un lien redoutable dans ses effets entre les procureurs et le gouvernement. C'était très important, avec une émission dans les affaires constante, droite et gauche. C'est à partir de Jospin où on commence à ne plus toucher à l'indépendance des procureurs. Et avant, Meillery avait d'ailleurs été un garde des Sceaux extrêmement protecteur. Et il y a la loi Taubira qui, en effet, ne change rien au statut des procureurs. Ils sont toujours, le lien organique existe encore entre les procureurs et le ministre, mais
le garde des Sceaux ne peut plus appeler pour dire dans ce dossier, on y va, dans ce dossier, on n'y va pas, là on ouvre une information judiciaire, là on étouffe. C'était le cas avant, pour 2% des affaires, mais celles qui avaient de l'importance. Donc la question de l'indépendance de la justice, elle est majeure. Est-ce qu'on fait revenir les parquets dans le lit des ministres ou du gouvernement? Et dans ce cas-là, ce serait une régression exceptionnelle, et je suis sûr qu'elle ne serait pas acceptée. Ou en tout cas, ce serait un immense tohu-bohu, ou bien encore, va-t-on jusqu'au bout, c'est-à-dire que les conseils supérieurs de la magistrature disent oui ou non aux propositions du gouvernement pour la nomination des procureurs. Et là, on va le plus loin possible en l'état dans ce qu'on peut imaginer être une indépendance des magistrats du parquet. Sinon, vous verrez, les juridictions ne suivront pas, même la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas des magistrats. Un magistrat doit être indépendant. Un magistrat qui dépend du ministre, c'est pas un magistrat, parce qu'il n'est pas indépendant. C'est un fonctionnaire, un commissaire du gouvernement, si on veut. Donc là, vous voyez, ce sont des choix essentiels sur lesquels il faudra s'expliquer. Et comme Éric Dupond-Moretti est rentré souvent en polémique très violente, très ouverte, vis-à-vis des procureurs, etc., c'est important pour lui de clarifier ce qui était sa position personnelle et la position gouvernementale qu'il défendra. Et pour mieux comprendre cette logique d'Éric Dupond-Moretti sur les juges, il faut aussi se pencher sur son livre, Le dictionnaire de ma vie. Il y écrit notamment ceci: comment peut-on rendre justice à 25 ans? Il faudrait déjà avoir réglé ses comptes personnels. À cet âge-là, aucun être n'est encore libéré de ses névroses. Juge à 25 ans, ça n'a pas de sens. Là aussi, il soulève un sujet que d'autres n'ont pas soulevé avant? Il soulève un sujet, notamment si on a un regard un peu comparatiste. Par exemple, en Angleterre, les juges sont des gens qui ont toute une carrière derrière eux, qui passent par le barreau ou pas? Parce que c'est ce que souhaite aussi. Qui passent très souvent par le barreau. Très souvent par le barreau. Et c'est certain que ce sont... Et on a vu, par exemple, dans l'affaire Outreau, le fait que, voilà, lorsque vous étiez un juge un peu fraîchement émoulu de l'ENM, vous pouvez manquer un peu d'expérience, de recul, etc. etc. Mais effectivement, ça remet en cause, ce type de position remet en cause l'existence même de l'École nationale de la magistrature, qui en plus a pour particularité de former à la fois les juges, c'est-à-dire les magistrats du siège, et les magistrats du parquet. Avec d'ailleurs des allers-retours en termes de carrière qui, pour le coup, sont probablement assez contestables et peut-être pas très sains. Paul Castia, il soulève un lièvre, j'allais dire, là aussi. Paul Cassia ne nous entend Paul Cassia, non, c'est nous qui ne l'entendons pas. Je ne vous entends plus. Voilà. Bon, alors on va revenir vers vous dans un instant. On va passer au troisième chapitre de ce débat. L'autre chantier d'Éric Dupond-Moretti, vous l'avez un peu dit, ce sont les prisons. Ça tombe bien. Décision forte de la Cour de cassation tombée cet après-midi. Elle rend possible la libération d'un prisonnier en cas de conditions de détention indignes. Cela fait partie des sujets prioritaires du nouveau garde des Sceaux. Son premier déplacement sur le terrain, on l'a dit, il l'a réservé aux détenus et aux surveillants de Fresnes. Je rappelle ces mots hier soir. Tous ceux qui pensent que la prison c'est le 3 étoiles se trompent complètement et ils devraient se taire. On est dans des taux d'occupation ici qui sont historiquement bas et c'est sans doute le chemin qu'il faut poursuivre. En tout cas, c'est ma conviction, dit-il. Mais attention, les prisons, pas question de les vider. Ça, c'est le message de la droite sénatoriale. Bruno Retailleau était l'invité de Bonjour chez vous ce matin. Écoutez. J'attends aussi de M. Dupond-Moretti qu'il construise des prisons plutôt qu'il les vide comme l'a fait sa prédécesseur, Mme Belloubet. M. Dupond-Moretti, je lui demande solennellement de nous dire si oui ou non il veut prolonger la politique de Mme Taubira. Parce que la politique de Mme Belloubet était celle de Mme Taubira. Voilà, c'était d'abord, si j'ose dire, une conception où on n'envoie surtout pas les gens en prison. Non, j'attends qu'il soit intransigeant vis-à-vis de la délinquance. Pierre-Benoît Pavot du Châtelard. Oui. Alors, y a-t-il rupture avec la politique de Nicole Belloubet, prédécesseur de maître Éric Dupond-Moretti? Alors, sinon dans les mots, sur la ligne directrice, nous... Concrètement, on n'en voit pas. C'est-à-dire, depuis le début du quinquennat, l'idée, c'était de s'opposer à l'incarcération à tout prix et donc de à la fois sanctionner, mais aussi assurer la prévention et lutter contre la récidive. On sait très bien que parfois, le fait de rester en prison ne fait qu'augmenter les chances de récidive d'un détenu. Donc, par rapport à ça, il faut aménager les peines de la meilleure des façons possibles. Et par ailleurs, pour répondre à la question de M. Retailleau, il faut construire des prisons afin de diminuer le taux d'occupation qui, en effet, est supportable peut-être dans la prison de Fresnes, mais qui ne l'est pas dans la plupart des prisons françaises. Il y a des craintes sur le fait de vider les prisons du côté de Bruno Retailleau. Paul Cassia, qu'en pensez-vous?
Je ne les partage pas. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié que le nouveau garde des Sceaux se rende pour sa première visite officielle à la maison d'arrêt de Fresnes. Je trouve que c'est un geste qui est symboliquement fort et qui mérite d'être salué. Le taux d'occupation historiquement bas qu'on connaît actuellement, il résulte de circonstances tout à fait particulières liées à la crise du coronavirus qui ont vidé les prisons, sans par ailleurs, contrairement à ce qui était craint, augmenter le taux de criminalité depuis que nous sommes en déconfinement. Et ce taux d'occupation historiquement bas, il doit absolument être préservé. Je ne crois pas nécessaire de construire de nouvelles places de prison, étant entendu qu'elles, de toute façon, elles ne seront livrées que dans 10, 15 ou 20 ans. Je crois au contraire indispensable de mener une politique de prévention de la délinquance qui peut être mise en œuvre dès maintenant. Donc ce taux d'occupation historiquement bas, il doit absolument être préservé, ainsi que l'a dit hier le ministre, et à cet égard, je me réjouis de sa position. Et c'est vrai que c'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour ne pas mettre en prison des personnes. Donc il a peut-être une tendance à vouloir ne pas les remplir, à avoir d'autres solutions, d'autres alternatives. Oui, bien sûr, mais ça, sur ce point, oui, cette déclaration est juste, il a totalement raison. Je veux dire que ça a été une tendance des gardes des Sceaux, Taubira, Belloubet, mais même Rachida Dati, parce que c'est très sévère. Une tendance à quoi? Oui, tu es ministre très libéral, parce que la loi qui effectivement fait qu'on ne fait pas les 2 premières années de détention, y compris même lorsqu'elles sont prononcées, c'est elle. Et on l'oublie, ça, sur ce point. C'est une loi intelligente, d'ailleurs, parce que plutôt que de remplir inutilement des prisons pour des gens qui, avec les remises de peine, on peut faire 6, 7 mois sur 2 ans donnés, eh bien, dans ces cas-là, on trouve des peines de substitution. Donc, il y a quand même une tendance de l'ensemble des gouvernements du fait, effectivement, de la surpopulation, du fait qu'on n'a jamais réussi à la construction de prisons privées, etc. Je pense d'ailleurs que c'est une question qui est abandonnée. Donc, en effet, c'est la question de la prévention. Mais la question de la prévention, c'est la question de l'organisation sociale, c'est la question des politiques sociales et des politiques d'inclusion. Et c'est de dire, réduisons le tout. Alors, attention, ça va poser des tas de questions politiques, parce que quand on entend un certain nombre de syndicats de police, ils disent assez du laxisme, assez de cette générosité qui coûte très cher. Donc je m'attends aussi à des chocs importants entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice si Éric Dupond-Moretti maintient la position qui est la sienne et que pour le coup, je soutiendrai. Cécile Guérin-Barge. Oui, c'est certain que vous parliez tout à l'heure, maître Mignard, de la politique de prévention, mais il faut bien comprendre que la surpopulation carcérale, ça empêche et ça interdit également toute politique de réinsertion. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, elle ne peut travailler qu'à condition que les personnes incarcérées ne soient pas trop nombreuses. Et c'est effectivement le cas à l'heure actuelle, pour des raisons tout à fait circonstancielles, liées au Covid. Mais je crois que même si on devait se placer, comme l'interlocuteur de tout à l'heure, dans une logique purement sécuritaire, il faut bien être conscient que même dans une logique purement sécuritaire, la sécurité n'est pas véritablement assurée si la surpopulation carcérale est trop importante. Pour une raison très simple, c'est qu'à ce moment-là, on ne contrôle plus rien. Comment vous l'avez perçu, cette visite de la prison de Fresnes hier? Ça a été son premier déplacement de terrain. C'est quand même extrêmement symbolique. Alors, il y a aussi le tribunal de Bobigny ce soir, mais ça a été d'abord les détenus et les surveillants de prison. C'est ce qu'on pouvait attendre de lui, je pense, du fait de sa carrière, du fait de son intérêt pour les prévenus, etc. C'est précisément je pense que les commentateurs auraient été un peu déçus si tel n'avait pas été le cas. Il y a une peur du laxisme ou d'un soupçon de laxisme qu'on entend dans la voix de Bruno Retailleau dans cet extrait. Il est infondé selon vous? Non, mais c'est un soupçon de laxisme qu'on entend chez l'opposition depuis le début du quinquennat Hollande. Ça, c'est un peu des querelles de clocher entre les différents partis politiques qui n'assurent pas la sécurité des Français, qui ne favorisent pas l'insertion, qui met trop de gens en prison. Bon, ce sont des mots, mais nous, en tout cas, nous sommes d'accord avec les propos d'Éric Dupond-Moretti. Nous saluons la visite qu'il a pu faire à la prison de Fresnes hier. Et pour revenir, si vous me le permettez, juste un point sur la question de l'ENM. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas totalement répondu. Vous faites un retour en arrière. Mais en 2 mots. C'est vrai qu'il s'est prononcé sur l'ENM, mais là encore, il y a une sorte de filiation par rapport à ce qu'a souhaité engager le président de la République, qui lui-même a commandé le rapport Thiriez pour statuer sur le sort des grands corps comme l'ENA ou l'ENM. L'ENM n'est plus dedans. Alors, l'ENM était dedans. Donc c'était une volonté de la part du président de la République d'ouvrir le débat. Donc maintenant, Dupond-Moretti réouvre le débat qui existait auparavant. Alors puisqu'on est revenu sur cette question, Paul Cassia, et que vous n'avez pas eu l'occasion de répondre, l'une des phrases fortes d'Éric Dupond-Moretti dans son livre Le dictionnaire de ma vie était « Comment peut-on rendre la justice à 25 ans ? Il faudrait déjà avoir réglé ses comptes personnels. À cet âge-là, aucun être n'est encore libéré de ses névroses. » On ne vous a pas entendu sur ce point. Comment peut-on plaider à 25 ans? Paul Cassia pourrait nous le dire aussi. Oui, on peut dire ça, c'est vrai pour tous les métiers. C'est vrai pour tous les métiers, c'est aussi vrai pour le métier de juge.
Donc c'est en effet important d'avoir une expérience, mais je pense qu'à 25 ans, on peut apprendre le métier de juge, comme on peut apprendre le métier d'avocat ou le métier d'enseignant-chercheur. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un âge à partir duquel on peut être un bon juge et un âge en deçà duquel on est un mauvais juge. Ça, la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. Absolument. On est d'accord. Ça me semble un peu réducteur comme conception. Oui, très réducteur. Et j'espère qu'on a mieux compris le style, le fond, les axes, les projets du nouveau garde des Sceaux. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. C'est la fin d'ALPL. On se retrouve demain à 18h et à 22h. 7h30, 9h, bonjour chez vous. L'invité politique d'Oriane Mancini, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous le voyez. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.